le fait-tu en français ou en anglais ou On peut le faire en français. On peut faire les deux. On peut faire les deux. J'ai pas de problème en anglais. C'est juste des fois les idées, ça sort moins vite. Ça fait comme OK. vivre à Saguenay, l'anglais, des fois, ça perd rapidement. Ouais, t'es là pour 24 heures, puis là, t'oublies tout. C'est à peu près ça. Mon frère et moi, on a été élevés en anglais par notre mère, mais il y a des fois que l'anglais, on le perd à Saguenay. Là, fait que, comme, on peut faire les deux. Merci d'être là. I really appreciate it. Je sais que c'était un peu à la dernière minute. Et vu ce qui se passe aux États-Unis, I thought, hey man, there's someone that I know that has quite the experience and the knowledge. Donc, merci d'être là. Yeah, thanks for having me. J'imagine que tu sais ce qui se passe aux États-Unis. 24/7. Yeah. Non, c'est juste un peu de background, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu étais venu ici en studio avec Alexandre Cusson, qui était le candidat à la chefferie pour le Parti libéral du Québec. Yeah, it's been rock and roll. Je pense que quelques jours après là, ce podcast-là, on était comme en confinement. Everything kind of changed. On dirait que ça fait une éternité. La dernière fois où j'étais dans ton studio avec un verre de café, c'est fou, là. Le temps passe vite. Le temps passe très vite, mais le temps passe pas vite non plus. On dirait que les mois enchaînent ultra rapidement, alors que les journées étaient particulièrement longues dans les premières semaines, premiers mois du confinement. Yeah. Toi, comment ça va avec le confinement? Comment t'as adapté à ça? Ah, ça va bien. Quand Alexandre s'est retiré de la course à la chefferie dû les circonstances de la COVID qui nous empêchaient de faire campagne de la façon dont on le voulait, moi, je suis retourné chez mes parents ici à Saguenay. Mes parents ont un chalet sur le bord de l'eau, alors j'ai passé le confinement l'été au complet sur le bord de l'eau, prendre une bière une fois de temps en temps, pêcher, lire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, de ne rien faire. Yeah. Durant une bonne partie du confinement. Et puis après ça, la vie revient. Terminer les études, puis après ça, le travail recommence, la routine reprend. Alors, non, ça a été bien. Ça a été bien. Puis la politique américaine m'a tenu occupé la majeure partie de l'été parce que, contrairement à nous, Donald Trump n'a pas pris de vacances durant l'été, ni même durant le début de l'hiver, du moins la présente saison. Alors, ça m'a tenu occupé. Comment ça arrive, ça, un petit gars de Saguenay qui s'intéresse, mais pas qui s'intéresse à la politique américaine, parce que je pense que tout le monde s'intéresse, là, tu sais, ceux qui, évidemment, s'intéressent à la politique, ils suivent un petit peu ce qui se passe, mais quelqu'un comme toi là, qui s'implique aussi dans les campagnes, puis on va discuter un petit peu de ce que tu as fait, puis ton parcours dans l'organisation électorale aux États-Unis, mais comment t'arrives là? C'est a fun story. J'ai beaucoup de familles aux États-Unis et donc j'ai toujours été attiré par la politique américaine. On peut voir là, le drapeau derrière. La majorité de la bibliothèque, ce sont des livres de politique américaine. Et donc, j'ai toujours eu cet intérêt-là et on remonte en avril 2015. C'est pas vrai, en avril 2016. Et on est à quelques mois des élections présidentielles où est-ce qu'on avait un Donald Trump que personne ne pensait qu'il gagnerait et Mme Clinton qui est la présomptive nominée pour la Convention démocrate. Et je me dis, bon, ce serait bien que j'aille faire du porte-à-porte, que je vois comment ça fonctionne, que je commence enfin à m'impliquer un peu plus dans la politique américaine. Puis je m'étais dit, je vais aller en Floride, fait que je pourrais faire un 10-12 jours de porte-à-porte, puis un 10-12 jours de plage et prendre la bière. Tu sais. Fait que je me mets à chercher sur Twitter, sur Facebook, des gens qui sont proches de l'organisation de la campagne de Mme Clinton. Et long story short, je rencontre par les réseaux sociaux un type qui s'appelle Ken Evans, qui est l'espèce de headmaster du Parti démocrate pour le comté de Broward, qui est le comté qui compte le plus de démocrates dans l'État de la Floride. C'est démocrate d'un bord à l'autre du comté. Et je lui écris en disant « Bonjour, mon nom, my name's Lou », puis là, on échange comme ça, et puis un après-midi, je lui dis « Regarde, je voudrais venir en Floride pour un mois, puis faire du porte-à-porte pour Mme Clinton. » Là, c'est un peu shocking, là, on ne se connaît pas. Puis finalement, il me dit « Oui, viens, on va se rencontrer, on va aller prendre un café une fois que tu arriveras en Floride. » Et finalement, c'était le départ d'une longue amitié. Il a été l'un des surrogates les plus importants pour Mme Clinton en Floride, l'un des grands stratèges derrière la campagne pour Miami, Broward. Mais ce type-là m'a amené à rencontrer énormément d'officiels du Parti démocrate, tant en Floride qu'au niveau national. Mais il m'a amené aussi à un gala. Et là, j'ai 19 ans, là, je ne connais pas personne, j'arrive du Saguenay, pas trop sûr de ce que je fais ici.
Et il me dit, il y a un gala dans 10 jours à Orlando. Paye ta chambre d'hôtel, puis on vient avec moi, tu sais, comme on va y aller ensemble. C'est le méga gala du Parti démocrate de la Floride. C'est Barack Obama est là. Il y a des vidéos. C'est énormément d'argent. C'est un gros fundraiser. C'est extraordinaire. Et là, OK. Alors, je vais là, je rencontre des gens, rencontre des militants, c'est là que j'ai rencontré une grande partie des officiels du Parti démocrate qui sont devenus aujourd'hui des amis. Mais on me dit, il y a une espèce de bar à l'hôtel, OK, George? Et là, il y a un type qui prend un verre, là, il y a des jeans un peu troués, la cigarette dans le coin du bec, mais pas allumée, le verre de scotch. Et là, on me dit, tu devrais aller te présenter à ce gars-là. Et je fais une histoire hyper courte, mais je me suis présenté à ce gars-là. C'était l'ancien directeur des politiques de Bill Clinton à la Maison-Blanche, le conseiller principal de Mme Clinton et de M. Clinton durant les 20 dernières années, voire même plus. Et il y a un article du Times qui le décrit comme étant le fils adoptif des Clinton. Et ce type-là, avec Ken, m'ont pris sur leur aile, m'ont fait visiter la Floride, m'ont montré la politique américaine, m'ont introduit à plusieurs reprises à Mme Clinton, Bill Clinton, la machine électorale. Et mon histoire en politique américaine commence vraiment à ce gala-là à Orlando où je rencontre ces gens-là. Et à partir de ce moment-là, tout le monde assume que I'm one of the gang. Ouais. Non, mais c'est quand même fou, là, how fast things progress, hein, parce que tu t'imagines que, premièrement, en termes d'organisation aux États-Unis, it's monstrous. Je sais pas, Ouais, ouais. je sais pas combien d'organisateurs il existe à travers le pays, and everyone is kind of focused in their own little zone. Puis d'arriver au point où you hang around with, the top advisors, c'est quand même quelque chose, là. Oui, puis ça m'a amené après ça à voir des trucs qu'on ne voit jamais en politique canadienne ou politique québécoise. Je te donne un exemple. Un après-midi, on me dit Robbie Mook, qui était à l'époque le directeur de campagne de Mme Clinton, qui est un type qui connaît bien Montréal, qui a étudié au Vermont, qui a une expérience assez solide en politique américaine, tout jeune, là, je te dirais 40-ish. On me dit comme, viens rencontrer Robbie Mook, qui a une espèce de private gathering dans une maison à Miami Beach, absolument sublime, sur le bord de l'eau. Les pièces d'art dans cette maison-là, c'est extraordinaire. Et le billet, ça coûte 70 000 alors moi, j'ai commencé, là, ça a été ma première introduction au monde du financement de la politique américaine. Là. Il y a des gens qui sont à la porte, c'est dans une maison privée, c'est des cocktails, c'est de la bouffe, c'est extraordinairement magnifique. Et là, les gens signent des chèques de 70 000 pour rentrer, tu sais. Et on est une quinzaine dans cette maison-là. Mais ça, c'est là. Moi, j'ai vu jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars, là, des fundraisers. C'est fou, là. C'est un choc culturel, là, parce que, tu sais, on est habitué à la politique ici, premièrement. Les dons privés comme d'entreprise, c'est illégal. Donc, c'est des dons individuels. Puis là, on est arrivé on est à maximum 100 $ par personne. Ce qui est pour tant ma famille aux États-Unis que l'entièreté de tous ceux que j'ai rencontrés, tu leur dis deux choses. Hein? Tu leur dis, nos campagnes électorales sont 30 jours. Puis le maximum que tu peux donner, c'est 100 $. Eux, ils pensent qu'on est une république de bananes. Ouais, comment on fait de la politique? Là? Ouais, c'est un petit comment on fait avec ça? It's a little village. Ouais, absolument. Comment on fait de la politique avec 100 $? Alors qu'aux États-Unis, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est 5 500 la donation maximum pour un individu. Et donc, toi, tu pourrais donner un Américain peut donner 5 500 maximum. Maintenant, il y a 100 000 stratagèmes qui font en sorte que tu peux donner 70 millions si tu veux. Là. Tu peux payer des billets à 80 000 100 000 150 000 Et donc, tous ces stratagèmes-là font en sorte que, les gens sont très sceptiques de la politique américaine, mais ne comprennent pas comment nous, on fait de la politique avec 100 $ non plus. Là. Ouais. It's a different reality. C'est sûr que nous, on a mis des lois ici contre les prête-noms, and obviously, c'est des affaires qui arrivent aux États-Unis, là, tu comprends? Puis, je sais pas. Absolument. Je sais pas si jamais c'est quelque chose qui va changer parce que la politique aux États-Unis, d'après moi, d'après ce que le très peu que je connais, c'est bâti tellement sur les intérêts de ces individus-là, de ces compagnies-là, au point où il y a presque pas de lignes. Il y a des lignes politiques, mais aux États-Unis, tu peux voir un démocrate sortir contre une politique, par exemple, d'un président qui est démocrate aussi parce que ça affecte les intérêts dans son propre district ou dans sa propre région. So I like that. I like the fact that there's no party line. Puis tu représentes vraiment les intérêts de ton district, mais behind the curtain, tu sais que c'est de l'argent, là, tu comprends? C'est de l'argent, puis l'un des gros problèmes de la politique américaine, c'est la Chambre des représentants, donc les congressmen et congresswomen. C'est des termes de 2 ans.
Et donc, en 2 ans, tu n'as pas le temps de faire grand-chose. On s'entend là, particulièrement dans un pays aussi divisé comme les États-Unis actuellement. 2 years term, c'est rien. Alors, ce que ça fait, c'est que d'abord, les congressmen, congresswomen, ils sont toujours en train de faire du fundraiser. Ils sont toujours en train de faire du fundraising constamment. Ils ramassent de l'argent. Ils sont élus et le jour 1 de leur mandat, ils font du financement. Et 2, ce que ça fait, c'est qu'ils sont toujours en train d'aller marteler leur base, d'aller toujours chercher leur base électorale, de s'adresser à leur base et non pas d'essayer d'élargir leur base, d'aller essayer de faire des consensus. Parce que 2 ans, il faut que tu commences à faire campagne 1 an d'avance. Et donc, tu as 1 an-ish pour prendre tes aises, commencer à dire, je vais piloter des projets de loi, etc. Et là, rapidement, tu te retrouves en élection. Alors, la meilleure façon pour eux de dire, je garde mon poste, c'est de dire, tu fais toujours du financement, et tu t'adresses toujours à ta base électorale et donc tu n'es pas très porté sur le consensus. C'est beaucoup plus facile pour les élus démocrates républicains de la Chambre des représentants de toujours s'enfoncer plus dans la cassette, là, dans le message de démocrates républicains parce que tu veux conserver ta base. But it makes sense also, parce que tu veux gagner une élection, il faut que tu mobilises ta base. Tu n'as pas d'autre choix. Tu comprends? Puis comme tu dis, quand tu as une fenêtre qui est tellement petite, you gotta start immediately. Absolument, mais on m'expliquait il y a quelques années, j'avais rencontré une gang d'anciens gars qui faisaient de la politique avec Bill Clinton et c'est certain qu'en 92, on faisait de la politique autrement qu'en 2020, là, on s'entend. Mais les gars me disaient, il y a 2 façons de gagner la présidence des États-Unis, tu sais, et il y a la façon, du moins une réélection. Il y a soit tu creuses ta base électorale et donc tu motives ta base électorale constamment. C'est ce que Donald Trump fait, right? He's always speaking to his base, constamment. Donc, il est toujours en train d'attiser le feu de sa base. Mais tu as la façon Bill Clinton, par exemple, de dire Bill Clinton a été élu un petit peu plus à gauche et est devenu un président qui était particulièrement à droite pour l'époque, ce qui est rien comparé à aujourd'hui, là, et donc d'étendre ta base et donc d'assurer un petit peu plus de coalition. Maintenant, on verra dans 26 jours ce qui fonctionne comme modèle, mais il y a ces 2 façons de faire là. Et dans l'histoire, on est toujours capable de voir quel président a attisé sa base constamment sans essayer de créer des consensus et quel président a dû créer des consensus, a dû élargir sa base pour espérer une réélection. C'est la même chose au Sénat ou à la Chambre des représentants. Ouais, c'est sûr que surtout le deuxième mi-mandat, si tu peux dire, les 2 dernières années, c'est très, très, très polarisant aux États-Unis, là. Puis c'est comme tu dis, they're playing their base, puis qu'ils le veuillent ou non, là, tu as vu le premier débat où ils ne voulaient pas dénoncer les white supremacists. Ouais. White supremacists. What are you going to do? Si tu sais que c'est ta base, what are you going to do? The right thing to do is to denounce it, of course. Mais à cause que les choses... c'est sa base. Exactly. Tu sais, les choses sont arrivées à un point tel où c'est tellement polarisant que like the middle ground, you're not really focused on that anymore. You're like, okay, that's my base, il faut qu'on sorte ça. Puis l'autre, là, il joue la gauche. On dit pas je dis pas des meilleures choses pour Antifa, par exemple. Tu comprends? For me, it's a thing. Absolument, absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis la problématique actuelle, c'est que d'abord, il y a pas beaucoup de... Je veux dire, Mme Clinton a perdu par un nombre assez minime de votes en 2016. Il y a eu les Russes, il y a eu le FBI, James Comey, il y a eu les emails, il y a eu les Wikileaks. Il y a eu différents facteurs qui ont fait en sorte que les démocrates sont restés profondément marqués et je le suis encore marqué de l'élection de 2016. Les républicains et la base électorale de Donald Trump sont restés profondément marqués de dire « they're out to get us », le deep state, puis tout ce message-là. Et là, avec les années, 4 ans plus tard, le fossé s'est creusé. Les gens se sont braqués sur leur position. Et if Biden wins, il va avoir un problème extraordinaire de réconcilier ça. Là. Ça va être complexe. Yeah, that was my next question. Comment tu fais pour réparer ça? Parce que n'oublie pas non plus, là, Trump, il n'est pas sorti non plus dire qu'il va accepter les résultats. Donc, moi, je prévois une crise civile majeure. Là, Moi, je crois pas à ça. Pour la simple et unique raison que Donald Trump est un politicien particulier,
tad crazy. On peut dire bien des choses du personnage. Maintenant, il est entouré de gens qui connaissent un peu la machine. Je veux dire, ils ne sont pas tous extraordinaires, ils ne sont pas tous bons, ils ne sont pas tous là pour faire le bien de la population en général, mais je connais des gens qui travaillent pour le président, j'en ai rencontré. Il y a des gens là-dedans qui savent comment ça fonctionne, qui ont à cœur le respect de la démocratie américaine et qui, s'y perdent, vont dire, ben moi, je quitte, là. Moi, je m'en vais, puis Monsieur le Président, vous êtes mieux de quitter aussi. Moi, j'ai de la misère à croire que l'entièreté du... D'abord, ils sont pas beaucoup, là, maintenant, autour du président, mais j'ai de la misère à croire que ce noyau-là, il y a des gens brillants, là. Kushner, il n'est pas stupide, là. Yeah. Vont dire, ben on a perdu, mais on s'accroche au pouvoir tellement qu'il faut demander à l'armée ou les services secrets de nous sortir, là. Moi, ça, j'y crois pas. Maintenant, de penser que Donald Trump, s'il perd le 3 novembre, va s'en aller dans la nature, va retourner à New York dans ses appartements et ne dira plus un traître mot pour les 20 prochaines années, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Ça n'arrivera pas, ça. Là. Il va tweeter, il va être encore constamment sur la place publique. Il aime ça, il en a besoin. Et on l'a vu là, quand il a commencé à dire qu'Obama, c'était pas vraiment Obama, c'était un immigrant, c'était un type qui était né en Malaisie, etc., etc., là. Il était présent même s'il n'était pas président. Alors, s'il n'est plus président à la fin janvier, il va être encore là. Il va toujours être une espèce d'ombre. Là. Comme on dit ici au Québec, là, comme une belle-mère un peu. Là. Ouais. C'est drôle à dire ou même à y penser parce que il y a une belle tradition de démocratie aux États-Unis. There's always this respect for democracy and peaceful transfer of power. Tu sais, c'est toujours une affaire bien respectée puis et amicale. Tu sais, on a tous vu des photos des anciens messages qu'un président a laissé au suivant. Ouais. Puis, like, it's nice to see. Puis, plus souvent qu'autrement, tu vois les anciens présidents, they're not that vocal. Ils sont pas si présents. C'est sûr que durant une campagne électorale, ils vont sortir pour appuyer leur parti, c'est normal. Mais durant l'administration là, des 4 ans, c'est rare de voir un ancien président comme vraiment être là pour attaquer. Puis, ça va être intéressant de le voir, si jamais il perd, là, de continuer à faire, à faire ce commentaire. Absolument. Puis il y a une grande tradition, comme tu disais, aux États-Unis, que les présidents font du travail de charité. L'un des plus bels exemples, c'est Bill Clinton puis Jimmy Carter. Jimmy Carter qui a construit des maisons encore aujourd'hui à presque 100 ans. Donc, je pense que c'est Houses for Humanity ou quelque chose du genre. Donc, construire des maisons. Habitat for Humanity. Habitat for Humanity, right. Et puis, Bill Clinton qui fait des trucs extraordinaires à travers le monde avec sa fondation. Donc, les présidents se prennent des espèces de trucs comme ça, écrivent des livres, donnent des discours, font des millions en sortant de la Maison-Blanche. Bill Clinton est sorti de la Maison-Blanche à moitié ruiné, puis aujourd'hui, multimillionnaire. Ouais. Barack Obama, sensiblement la même chose. Ils font tous ça. Est-ce que Donald Trump, qui est un type qui... Tu sais, le type, il va sortir de la Maison-Blanche et on ne se le cachera pas, je pense que pour le commun des mortels, c'est assez clair qu'il y a plusieurs enquêtes sur lui, sur sa compagnie, sur ses enfants, sur ses dealings avec la Russie, etc. Donc, il va sortir de la Maison-Blanche s'il sort. Avec ça qui pèse sur ses épaules, il va sortir avec un président élu, Joe Biden, qui déteste profondément. Donald Trump méprise, un mépris extraordinaire pour Joe Biden, c'est bien connu. Et donc, ça va être intéressant de voir comment il va se garder la critique facile, mais comment sa base va réagir aussi. Parce que le 40 quelques pourcents, je ne sais pas si tu te souviens, George, il y a quelques années, il avait dit je pourrais tirer quelqu'un dans le milieu de Fifth Avenue à New York, puis no one would care. Tu sais, I wouldn't lose any single voters. Yeah. Mais c'est triste, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, ce core base-là, qu'est-ce qui va arriver avec eux à la fin janvier, une fois la transition faite, si Joe Biden gagne? Ça va être problématique. Qu'est-ce qu'eux vont faire? Donald Trump, il va se retirer, il va continuer de tweeter, il va rester une présence excessivement importante en politique américaine, mais sa base, ce qu'il pourrait faire, par exemple, là, ça, c'est plus tricky. Mais comment tu fais pour une... C'est sûr que tu n'uniras jamais ces deux bouts-là, mais comment arriver à un calme dans la société? C'est le message de l'entièreté de la campagne de Joe Biden. Hein? Save the soul of America, the soul of the nation, un truc du genre. Là. C'est le message de sa campagne électorale, c'est de dire, moi, Joe Biden, qui a 86 presque années, politicien pendant presque une demi-décennie, je vais être capable de réconcilier les deux côtés. Tu sais, c'est un politicien qui, pendant toute sa carrière,
est assez bon pour tendre la main à ses adversaires républicains, mais les républicains et les démocrates ne sont plus les républicains et les démocrates d'il y a 20 ans ou 30 ans. Les positions, le Parti démocrate est nettement plus à gauche qu'il l'était sous Bill Clinton et le Parti républicain est nettement plus à droite qu'il l'était. Donc, ça, moi, j'ai de la misère à adhérer à ça. Maintenant, de la façon dont il peut le faire, c'est de faire des consensus, c'est d'aller chercher des politiques qui plaisent aux républicains, des politiques qui plaisent aux démocrates. Mais comme je le dis, là, les politiques qui plaisaient aux républicains il y a 30 ans ne sont plus les politiques qui plaisent aux républicains maintenant. Je te donne un exemple, la dette. Pendant des années, la dette, c'était le jouet des républicains. On parlait de la dette, on s'excitait, il faut réduire la dette, il faut réduire la dette. Maintenant, Donald Trump, la dette, il l'a explosé, là, catastrophiquement haute, la dette. Il n'y a pas un républicain qui sort sur la place publique pour dire « My God, la dette est extraordinaire ». Ouais. Alors, comment Joe Biden va faire pour, dans cette nouvelle économie-là, ce nouveau monde-là, ces nouveaux partis politiques-là, essayer de réconcilier? Oh, it's gonna be tough. Moi, j'ai pas la réponse, là, mais c'est clair que ça va être difficile parce que je veux dire, comment, là? Moi, personnellement, je ne le vois pas. Lui, il doit le savoir, là, mais moi, personnellement, j'ai de la misère à voir comment ça peut se faire, ou du moins comment ça peut se faire à court, moyen terme. Ça va être particulièrement long avec la montée des réseaux extrémistes, tout ça, l'extrême droite, l'extrême gauche. C'est un problème, là. C'est vraiment un problème, la société américaine actuellement. Yeah. Revenons à la campagne de Hillary Clinton. Là, d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Moi, je regardais comme toi les sondages, puis je disais, regarde, it's a sure win. Tu comprends? Puis, c'est sûr qu'encore une fois, puis c'est quelque chose qui arrive très souvent, tu sais, on néglige souvent les électeurs indécis. Ouais. Mais l'écart était quand même important là, entre les deux. Là. Puis là, tu sais, le soir de l'élection, on was like, what just happened? Moi, je suis encore catastrophé du soir de l'élection. Écoute, ce qui s'est passé, d'abord, prenons les sondages en premier. Là. Les sondages, la réponse, elle est assez simple. C'est que c'est des gens. Pourquoi les sondages ont aussi mal vu le potentiel résultat électoral? Il est, à mon avis, dans le fait que Donald Trump était tellement un candidat qui était problématique que si toi, tu es un père de famille et que je t'appelle, je te dis pour qui tu vas voter, puis que tes deux enfants sont à côté, que ta femme, il y a peut-être un malaise à dire, ben moi, je vais voter pour Donald Trump. Tu sais, il y avait ce malaise-là chez les gens. Le silent voter, là, tu sais, là, c'est ça. Exact. Il y avait ce malaise-là chez les gens à dire, ben moi, je vais voter. Et j'ai dans ma propre famille des gens qui ont voté pour Donald Trump et je l'ai su des années après. Parce que c'est tabou de dire, particulièrement en 2016, il faut se rappeler, là, quelques jours avant l'élection, sortait ce Now and Famous vidéo-là où on l'entend parler d'agresser des femmes parce qu'il est riche et qu'il est populaire. Et donc là, tu dis, ben moi, je vote pour lui, c'est problématique. Maintenant, il y a des trucs un petit peu plus qui s'expliquent, par exemple, comme moi, j'ai entendu souvent dire comment ça se fait que les femmes ont voté, une catégorie de femmes avaient voté pour Mme Clinton. La raison, elle est assez simple. C'est que dans certaines parties du pays qui sont moins riches, qui sont moins éduquées, ou que c'est plus catholique un petit peu, ou c'est plus des valeurs religieuses, la femme vote comme son mari. Dans ces coins-là, c'était des voteurs hommes qui étaient souvent moins éduqués, qui avaient souvent un attrait envers le message très nationaliste économique de Donald Trump. Et donc, la femme votait comme son mari. C'est pas une discussion qu'ils ont. Ça se fait comme ça et ça se fait encore comme ça en 2020. Là, moi, c'est des phénomènes qui sont documentés que j'ai vus durant la campagne de 2016. Il y a ça. Il y a les Russes qui ont joué dans la façon dont les Américains voyaient des nouvelles en ligne. Ça l'a alimenté. Il y a la façon dont les médias couvraient une femme. C'est encore problématique au Québec, au Canada, aux États-Unis, un petit peu partout dans la manière dont on couvre ou on perçoit une femme en politique. Mme Clinton, moi, Mme Clinton, les nombreuses fois que je l'ai rencontrée, elle est drôle, elle est fine, elle est agréable, elle reconnaît le monde en une fraction de seconde, mais dans les médias, elle a l'air froide, elle a l'air distante, elle a l'air. Oui, mais elle n'était pas nouvelle non plus en politique. Là. Les gens ont appris à connaître Hillary Clinton depuis les années, presque oui, mais non. Oui, mais non, parce que c'est une première dame, c'est une sénatrice, c'était pas une candidate qui était. Tu sais, c'est comme Joe Biden. Joe Biden, on pense que tout le monde le connaît, mais c'est surprenant à quel point son name ID, il a dû le bâtir dans cette campagne-là, parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, les gens savent que c'est le vice-président de Barack Obama. Et puis, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Les gens savaient que Mme Clinton, c'était la conjointe de Bill Clinton, une sénatrice de l'État de New York. Et puis, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Et donc, ça a été difficile dans la couverture des médias.
Puis il y a eu des décisions, il y a eu des décisions de merde, là. Entre toi puis moi, il y a eu des décisions de dire on va, par exemple, 17 fois dans l'État de la Floride et on ne va que très peu, voire même pas du tout dans l'État de la Pennsylvanie. Hmm. Maintenant, le calcul qui était fait, c'était de dire la Pennsylvanie, ben, c'est check, c'est gagné d'avance. Maintenant, il faut se tourner vers la Floride. Mais ça, on se basait sur des sondages qui étaient à la base erronés. Mais moi, je te le dis, là, le soir, avant qu'on quitte toute la gang de Mme Clinton pour le quartier général puis qu'on écoute le retour des élections, moi, je connais des gens qui c'était fait, là. C'était gagné, on passe un autre appel, il n'y avait pas de discours de défaite, la victoire est assurée, on pop le champagne, là. Quelques heures plus tard, c'était une sacrée claque d'en face. Yeah, for sure. Là, l'élection, maintenant, est-ce que tu t'impliques? Tu travailles dans le camp de Biden-Harris ou c'est plus difficile à distance. J'ai participé à un nombre incalculable d'événements virtuels, de fundraisers en virtuel, etc. Je fais du téléphone, donc les gens, on fait du téléphone, là, donc on nous met ça dans un système, puis on parle à des voters, puis on dit un peu le message de Biden, puis pour une espèce de faire du sondage, genre. Mais outre à mesure, je suis beaucoup moins impliqué qu'en 2016. En 2016, j'étais sur le terrain avec des gens qui côtoyaient Mme Clinton tous les jours. Maintenant, je connais bien une partie de l'équipe de Joe Biden, mais c'est pas les mêmes gangs, là. La gang de Bill Clinton, c'est un orbite complètement différent de l'orbite de Joe Biden / Barack Obama. C'est deux familles politiques. Comment tu vois la campagne actuellement? C'est intéressant. Je veux dire, faire une campagne pratiquement 100% virtuelle avec un candidat comme Donald Trump, dans une économie qui a de la difficulté aux États-Unis, avec une pandémie qui fait 210 000 morts aux États-Unis actuellement. Ça ne semble pas s'essouffler. Là, on parle de 40 000 cas par jour en moyenne. C'est une campagne qui est particulière. Puis je pense qu'on a tout intérêt à s'en inspirer. C'est sûr et certain que les budgets ici, Québec, Canada, sont moins élevés que de faire campagne aux États-Unis, mais je pense qu'on a intérêt à s'inspirer de la façon dont les Américains font campagne, tant Donald Trump que Joe Biden, de faire beaucoup, beaucoup de virtuels. Il n'y a plus aucun porte-à-porte qui se fait, alors qu'à une certaine époque, le porte-à-porte, c'est la façon de gagner. Maintenant, il y en a zéro porte-à-porte qui se fait. Nous, on est habitué de faire ça, du porte-à-porte. Moi, j'en ai fait, t'en as fait. Tout le monde connaît le porte-à-porte. Aux États-Unis, ça ne se fait plus. La façon dont on rejoint les électeurs aussi, des électeurs plus vieux, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à un ordinateur connecté sur le Wi-Fi. Et donc, ça complexifie les choses. Les gens le font par téléphone, par texto, par un truc que moi, j'ai découvert en 2016, puis il y avait un groupe qui faisait ça, c'est que, puis moi, j'en ai fait en 2016, là, c'est que les gens envoient, par exemple, là, toi, tu t'inscris, tu sign in, et là, tu te dis, ben moi, je veux écrire à des voteurs qui n'ont pas nécessairement d'ordinateur ou de Wi-Fi, ou etc. Et tu peux écrire des lettres, des postcards que tu envoies dans la poste. Et là, ben, les gens lisent ça, les seniors un peu plus. C'est une autre façon d'aller chercher des voteurs. Ouais, il y a des belles choses qui se font actuellement. Là, toute la question avec le mail-in vote, là, c'est quoi le problème? C'est une sacrée bonne question. C'est qu'actuellement, aux États-Unis, tu peux demander un bulletin de vote par la poste. Dans certains États, ça te prend une raison. Et donc, je suis malade, je me suis cassé une jambe, mon mari est à l'hôpital, je suis en voyage, etc. Dans d'autres États, et la majorité, tu n'as qu'à t'inscrire en ligne, tu reçois donc un bulletin de vote, tu le signes, tu réponds, tu mets ça dans la poste ou dans des boîtes désignées. Ça, c'est automatique. Ça, c'est automatique. Aussitôt que tu t'enregistres, tu le reçois par la poste ou? Faut que tu le demandes. Ah, OK. Il faut que tu fasses la demande. Dans certains États, ce qui est fait, par exemple, c'est qu'ils vont envoyer des cartes de voteurs. Et donc là, ben, disons, le Parti républicain, le Parti républicain le fait, les démocrates un petit peu moins, mais le Parti républicain le font. Disons que tu es inscrit sur la liste électorale. Une fois l'année d'élection arrivée, ben, tout le monde reçoit une espèce de carton avec ton nom, etc., un code. Tu rentres ce code-là dans l'ordinateur et tu peux demander un bulletin de vote. Et donc, il y a différentes façons de voter aux États-Unis. Chaque État a sa façon de voter, on sait leur façon de voter différente. Et dans chaque État, chaque ville, chaque comté ont leur façon de voter différente. Il n'y a rien d'uniforme comme ici. Et donc, ce que Donald Trump prétend, c'est qu'il va y avoir de la fraude massive. Maintenant, le FBI, la CIA, la NSA nous disent c'est très minime les fraudes qui se font dans le système électoral américain. C'est pas assez pour changer l'issue d'une élection. Mais ce que Donald Trump prépare quand il dit ça, c'est d'être capable de dire, s'il perd le 4 novembre prochain, de dire cette élection-là, elle n'est pas bonne, c'est pas vrai. Moi, je veux aller en Cour suprême. Là, il place une juge à la Cour suprême qui est visiblement sympathique à sa cause. Est-ce que la Cour suprême pourrait, encore une fois, décider de l'issue d'une élection comme en 2000? C'est ce que Donald Trump essaie de voir dans sa boule de cristal. Est-ce qu'on va en arriver là? Moi, j'y crois pas.
mais c'est une des solutions qui existent dans la tête du président pour décrédibiliser cette élection-là. Parce que, regarde, moi, je vois ces arguments, puis je pense hypothétiquement, OK? Tu t'enregistres en ligne, tu fais la demande pour un bulletin de vote, ça arrive, tu l'envoies, puis là, tu vas te déplacer pour voter en personne. Eux autres, ils savent-tu que tu as déjà voté? Est-ce que ton carton que tu as envoyé par la poste a eu le temps de se rendre là-bas où ils vont le vérifier puis te cocher de la liste avant que tu te rendes au bureau de vote? La problématique, c'est que ça dépend d'un comté à l'autre puis d'un État à l'autre. Dans certains comtés, par exemple, si tu envoies ton bulletin de vote par la poste avant une telle date, mais qui est reçu après l'élection, il va être compté pareil. Ouais. Dans d'autres comtés, s'il n'est pas reçu à temps, il ne sera pas compté. Dans d'autres comtés, dans d'autres États, il faut que tu l'envoies avant une certaine date. What a mess. Absolument. Et le meilleur livre pour comprendre ça, c'est Stacey Abrams, l'ancienne candidate pour être gouverneure de l'État de la Géorgie, qui l'a écrit. Elle explique la différence entre le comté A et le comté B, qui sont des comtés voisins. C'est a real mess, comme tu dis, parce qu'il n'y a rien d'uniforme. Il n'y a pas personne qui maîtrise 100% les règles électorales. Et les démocrates et les républicains, au cours des dernières années, ont fait ce qu'on appelle du gerrymandering, et donc de redessiner les cartes électorales pour essayer de concentrer des blocs de voteurs ensemble. Et donc ça rend les choses encore plus difficiles. Alors, le président, quand il dit ça, sur le fond, il a tort. C'est dit par le FBI, par la CIA, c'est dit par les grands de ce monde de dire c'est faux, il n'y a pas de fraude électorale massive. Mais quand tu y penses, ben, tu peux te dire, d'un coup que, tu sais, il faut que tu écoutes les nouvelles. Là. Si tu n'écoutes pas les nouvelles, mettons, puis que tu entends Donald Trump dire vote by mail, c'est de la fraude, peut-être que tu peux te dire, ouais. C'est peut-être que mon bulletin de vote, c'est de la bullshit, puis il ne sera pas compté, puis Joe Biden is rigging the election, puis comme. Ça fait du sens comme truc de le dire. C'est faux, mais je comprends pourquoi les gens. C'est quoi le pourcentage, tu penses, des gens qui votent par la poste versus les gens qui vont direct là, au bureau de vote? J'ai zéro idée. Je ne pourrais pas te le dire. Like, I wonder if it's that big of a number enough to make a difference. Ce que je sais, par exemple, dans l'État de la Floride, c'est qu'il y a massivement plus de gens qu'en 2016 qui votent par la poste. Ouais. Et étrangement, et c'est un signe inquiétant pour le président, il y a plus de démocrates qui retournent leur bulletin de vote que de républicains. Dans l'État de la Floride, depuis énormément longtemps, les républicains sont meilleurs au vote by mail. Et ça, c'est quelque chose que Donald Trump ne dit pas, mais les républicains sont très, très forts sur le vote by mail. Parce qu'ils ont des communautés un petit peu plus seniors, etc., particulièrement en Floride, ils sont très, très forts, ils sont organisés, ils mettent du monde sur le téléphone parce que le danger, c'est que tu demandes ton bulletin de vote, que tu le fasses, que tu le signes, que tu l'oublies sur ta table de nuit, que tu n'y penses plus jamais. Alors là, ils mettent beaucoup de gens sur le téléphone. Et là, particulièrement cette année, étrangement aussi, c'est un signe qui est délicat pour le président, c'est qu'il y a plus de gens, plus de démocrates qui retournent leur bulletin de vote que de républicains. On parle d'un 15% contre 22% là, aux dernières nouvelles. Ouais. Et donc, ça, c'est inquiétant. Est-ce que c'est parce que les démocrates sont plus mobilisés? Est-ce que c'est parce que la machine républicaine, elle est démobilisée, elle est démotivée? Ça reste à voir. Puis, 25 jours en politique, là, toi et moi, on le sait, là, c'est une éternité. Là. Il n'y a rien de joué pour aucun des candidats. Mais il y a des signes inquiétants pour Donald Trump. Yeah. Je veux parler de du débat parce que franchement... Oui, OK. On me prendre une gorgée. Non, mais ouais, prends une gorgée. Il n'y a rien à dire, honnêtement. Là, le débat entre les deux candidats à la présidence, like, honestly, moi, j'ai jamais vu un débat comme ça dans toute ma vie. Là. Puis surtout, les 14 années que je suis actif en politique, never in my life have I seen that. Il n'y a eu aucun contenu. Il n'y a rien. Et c'est pas juste du côté de Donald Trump, mais aussi du côté de Biden. Like, I don't know what... absolument. mais la stratégie de Trump était, moi, ma lecture, c'est comme ça. C'est que Joe Biden se présente à la face des États-Unis comme étant le politicien de carrière qui va ramener les choses à la normale, qui défend the soul of the nation, qui défend l'intégrité de la démocratie américaine, qui est calme, qui ne se fâche pas. Et là, Donald Trump arrive, parle de Crackhead Hunter, qui est le fils de Joe Biden, qui a eu des problèmes de cocaïne à une certaine époque, parle de Beau Biden, qui est le fils décédé de Joe Biden, parle de toutes sortes de théories de conspiration, que Joe Biden est un ci, est un ça. Est-ce que l'objectif en arrière de ça n'était pas de faire sortir de ses gonds un Joe Biden
de dire, regardez, là, il n'est pas mieux que moi, là, il est autant fou sur le stage que moi. Yeah. Il y a peut-être un peu de ça. Et tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de rapid response team là, qui prennent des clips en une fraction de seconde et qui en font des ads. Là. Il y a peut-être un peu de ça, d'essayer de faire sortir Joe Biden de sa zone de confort, de le faire sortir de ses gonds, puis après ça, de spinner ça à travers le pays en disant le gars est fou, il se fâche, il est hystérique. Il y a peut-être un peu de ça. Là. Oui, mais en même temps, t'aides pas vraiment ta cause, là, because Non. you know what I mean? He looked as crazy. Yeah, tout le monde qui yeah. l'a dit, à travers tous les médias, là, across the board, que ce soit des médias de droite ou de gauche ou whatever, everyone was like, and if you look at the polls, he lost the first debate. Yeah. Techniquement, selon les sondages qui ont été pris comme right after the debate, Donald Trump a perdu ce débat-là. Ouais. Parce que les gens sont... Moi, je veux dire, toi et moi, là, on est assis dans le divan, là, puis on regarde ça, puis comme, wow, the guy's coucou, tu sais. Alors, imagine une bonne partie d'Américains seniors, là, c'est un key constituency qui est très important pour et Donald Trump et Joe Biden, les plus seniors un peu. Là, ils regardent ça et ils disent, my God, le gars, il lost it, là, tu sais, comme il est perdu, là, c'est pas bon. Fait que sinon, c'était pas bon pour lui, mais don't get me wrong, c'était pas bon pour Biden non plus, là. Ouais. C'était pas un moment glorieux pour aucun des deux, là. Yeah, moi, je pense que tout le monde savait qu'après ce débat-là, que everything was up to the VPs. C'est comme like, you have to save the ship. No matter what, you gotta save us. Ouais. Oui, mais Joe Biden n'avait pas grand-chose à perdre dans le débat, en ce sens que Joe Biden mène dans les sondages nationaux par entre 10 et 15 points. Dans la majorité des swing states, il mène assez, dans certains cas, confortablement. On voit dans des États comme l'Arizona, qui vire républicain la majorité des fois. Là, aujourd'hui, il est en Arizona avec la femme de John McCain. Les sondages tendent à démontrer qu'il pourrait gagner l'Arizona. Joe Biden, là, tout ce qu'il a à faire, là, c'est de garder ça stable, de garder tout ça là, clean, de dire, moi, je continue sur la même lancée. Il n'y a pas grand-chose à perdre au débat. Donald Trump avait tout à gagner. Donald Trump devait être extraordinaire pour essayer de revirer la situation puis de changer les choses. Maintenant, les gens disaient le débat des VP, là, qui était quoi hier? Là, on est vendredi, donc mercredi. Les gens disaient c'est l'occasion. Tu sais, Kamala Harris, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle garde le bateau stable. Mais Mike Pence, il faut qu'il fasse une solide job pour essayer de revirer la situation de bord. Est-ce qu'il l'a fait? The guy is good. I mean, let's be honest. He's actually pretty good. Yeah. Moi, je veux dire une chose parce que je ne l'avais pas vu tellement. Tu sais, toute l'attention est portée autour de Donald Trump tellement que je n'ai jamais vu le vice-président. Même ces événements où est-ce qu'il a pris la parole, like, they barely make the news. Puis I hadn't followed him in the last election as the VP during the VP debate parce que normalement il y a personne qui donne attention au débat des VP. That's how it is. Fair enough. Absolument. Cette fois-ci, je pense que c'est la première fois que tout le monde comptait sur le débat des VP. And he impressed me. Le gars. Puis look, depending on what news channel you watch, c'est sûr qu'ils ont sorti Kamala Harris la gagnante. Mais moi, je suis pas convaincu. I think the guy was very solid. C'est sûr qu'il manquait beaucoup de réponses, but still, his tact in his speech and in the way he's answering, c'était très bien construit sa parole. He was much more convincing that he is, at the stature of a VP or even president. Like lui là, ce qu'il a démontré, Pence, d'après moi, c'est que he has the president caliber. Tu comprends? Je suis d'accord. Tu as raison. Elle était bonne. But il y a quelques moments où il a déstabilisé un petit peu. Like, she was a little shaky. Tu comprends? But you're right. Elle a rien perdu. Là. Ils n'ont pas perdu de plume avec elle. She stood her ground, puis she did well. I don't think anyone pretty much gained anything. L'important pour c'est de sauver le navire pour ne pas perdre plus encore que le débat du président. But I was really impressed by him, honestly. Moi, puis à un moment donné, c'est sûr que tu écoutes les arguments puis les réponses, mais j'étais tellement concentré sur, like the way he was poised and very respectful and just calm. He really impressed me, honestly. Je suis d'accord avec toi. C'est un politicien de carrière qui sait comment se comporter. C'est un type excessivement croyant, excessivement religieux. Et donc, il a cette espèce de
d'aura, là, de calme, de respect. Maintenant, à mon avis, à moi, là, ma lecture personnelle des choses, c'est que l'un des groupes électoraux les plus importants pour Donald Trump actuellement, là, c'est des femmes dans les suburbs. Yeah. C'est un électorat qu'il avait gagné en 2016, qu'il risque de perdre en 2020. Oui, c'est ça. Ils sont derrière. Absolument. Et là, ben, tu regardes Mike Pence sous l'angle des femmes des suburbs. Là. Le type, il est constamment en train d'interrompre Kamala Harris, constamment en train d'interrompre Susan Page, la modératrice. Je suis pas convaincu, moi, que ça joue bien pour une femme qui regarde ça et qui dit, est constamment en train d'interrompre. Il y a des femmes qui vont regarder ça et qui vont dire, moi, durant ma carrière, j'ai régulièrement été interrompu par des hommes. That's enough. On a besoin d'une femme VP. Il y a ce message-là qui peut play out aussi. C'est drôle que c'est ce message-là qui est spiné parce que moi, je n'ai pas trouvé qu'il interrompait. Moi, ce que je trouvais, c'est qu'il y avait de la misère à concentrer sa réponse en dedans de 2 minutes and he was taking up a lot of time. Absolument, ouais. Mais regarde, the rest of the time, quand il parlait au-dessus d'elle, c'était dans la période qui était permise d'avoir un débat. So, regarde, moi, j'ai vu tellement de débats que I found it normal. Okay, they're talking over each other. C'est un débat. C'était pas la folie du premier débat des présidents. That was like off the charts. But that for me, it wasn't to the point where I would say, dude, calm down, man. You know, you're overdoing it. Fair enough. Je suis d'accord avec toi, mais si tu te mets dans la peau d'un voteur qui n'a jamais vu de débat de sa vie, ou qui en a vu, mettons, 4, là, 2016, puis là, 2020, et que tu vois ça, que pas convaincu de Donald Trump, là. Trump, c'est comme c'est comme risky un peu. Joe Biden, not so sure. Kamala Harris, neither. Puis que là, tu vois ce gars-là, Mike Pence, qui l'interrompt non-stop. Parce que c'était quand même ça, là. Je veux dire, est-ce que c'était légitime ou pas? Est-ce que c'était dans les bonnes périodes? On peut en discuter. Est-ce qu'il l'interrompait? Est-ce qu'il interrompait Susan Page en disant « I'm sorry » ? Oui. Tu sais, ça peut play out chez le public en disant, en ayant une espèce de côté, à mon avis, à moi, qui est genre, ouais, comme, il y a quelque chose de délicat pour lui de faire ça. Je pense que les médias mettent beaucoup d'emphase là-dessus, tu as raison. Et je pense que dans la tête de bien des gens qui n'écoutent peu ou pas de débat, qui ne suivent peu ou pas la politique, de voir ça, particulièrement chez les groupes de femmes, parce que c'est ceux qui sont sondés actuellement, ça peut être difficile à absorber, ça peut être difficile à regarder. Je suis d'accord avec toi sur le point de vue des femmes. Je sais qu'ils traînent derrière là, en termes d'appui, puis je ne suis pas convaincu non plus que Pence a fait la job pour même convaincre d'avoir leur appui. So on that front, yeah, Kamala Harris did well. Mais il a eu là, plusieurs reprises là, sur le Green New Deal. He had her backed up on packing the Supreme Court. He was very, very effective. Et puis, deux choses là. Green New Deal, c'est leur façon de dire, par exemple, que she's a communist, puis he's a communist. Puis ça, là, ça play out super well in South Florida. Tu sais, comme with the Cubans, ça, là, c'est mortel. Là. Moi, j'ai des Cubains dans ma famille, là, puis si tu parles de communisme, là, my God, c'est pas bon. C'est pas bon. Fait que ça, là, c'est un message qui revient, mais elle a fait une bonne job de dire, c'est pas vrai. C'est moi, j'aime quand ils font ça, là, ils s'adressent directement à la caméra. Ouais, I love it. Elle a assez bien expliqué de dire c'est pas vrai. Maintenant, packing the court. Joe Biden ne veut pas répondre à ça. Je ne sais pas si tu as vu, mais Joe Biden refuse systématiquement de dire s'il est pour ou contre the packing the court. Franklin Delano Roosevelt a essayé de faire ça, ça n'a pas fonctionné. Il était hyper fâché parce qu'il y a des juges conservateurs à la Cour suprême qui voulaient enlever des parties de son New Deal, puis le type a essayé de pack the court, puis ça n'a jamais fonctionné. Maintenant, il y a cet intérêt renouvelé-là de la part de certains démocrates de dire que la Cour sera tellement conservatrice, parce qu'on parlerait d'une Cour 6 conservateurs contre 3 libéraux. Il y a tellement d'enjeux devant la Cour qui peuvent affecter la vie de monsieur, madame, tout le monde. On parle on a même vu cette semaine Obergefell, qui est la l'égalité sur le mariage, donc mariage de même sexe. On a vu des trucs sur l'avortement, on a vu des trucs sur Obamacare, on a vu des trucs sur les lois pour voting rights. Est-ce que ça pourrait être une solution? Moi, je ne me prononce pas là-dessus. Je ne connais pas le sujet assez, mais Joe Biden, il ne veut pas se prononcer là-dessus. Ouais. Il refuse systématiquement de dire s'il est pour ou contre le fait d'ajouter des cours à la Cour suprême. Et ce qui est intéressant, c'est que techniquement, si Joe Biden gagnait la présidence, le Sénat, la Chambre des représentants, il pourrait le faire. Il pourrait dire, moi, je nomme 2 juges à la Cour suprême de plus. Il n'y a rien dans la Constitution qui fixe le nombre de juges à 9. Rien du tout. Oui. Et tiens, mais regarde, ils ont trouvé le point faible. And the guy, moi, je regardais le débat et I'm like, oh, he's so good at that. Tu sais, lui poser la question, hein, tu veux des American people? Ouais. No.
What do you Ouais. think? You put her on the spot. Puis, on l'a vu un peu patiner, but she got out of it, man. It was a scoring point. Puis, Ça, je suis entièrement d'accord. Puis c'est un truc qui énerve, qui dérange les indépendants, les gens qui ont voté pour Donald Trump en 2016, mais là, qui le trouvent mauvais, qui disent that's enough. Comme, I'm gonna vote for Joe Biden, but packing the courts with liberals, not so sure. Puis même ça, c'est pas bon. Puis même sur le fracking aussi, la patinée. C'est like, what's your position? Ouais, mais ça, là, le fracking, là, c'est tu sais, là, ce qu'ils essaient de faire, là, c'est de démontrer le daylight entre Joe Biden et Kamala Harris. Parce que Kamala Harris, elle l'a dit qu'elle bannirait le fracking. Joe Biden, il ne veut pas faire ça. Joe Biden, il a été assez clair durant la course en investiture et assez récemment qu'il était hors de question qu'on banne le fracking. T'sais. Alors, c'est une façon de dire, ben là, les deux, ils ne s'entendent pas. C'est quoi la réalité? C'est quoi le mensonge en arrière de ça? Ouais. Ça aussi, c'est risky. Là. Ça aussi, là, c'est difficile. But that, they hurt themselves, man. Quand tu as une course là, à la chefferie avec 15 candidats, puis tout le monde sort leur opinion, and everyone is, c'est la grosse affaire. It's difficult to come back puis là, rentrer dans la course avec le président quand tu as toute une affaire qui reste derrière toi avec tous tes commentaires puis tes positions que tu avais prises. It's tough. It's difficult. Comment tu fais ton choix? À moins qu'il aurait dû prendre quelqu'un qui n'était pas dans la course. Entièrement d'accord. Puis ça a été une course qui a été difficile. Il y a des gens qui disaient ça va être Bernie Sanders, d'autres qui disaient Kamala Harris, ça va gagner ça. Je veux dire, tout le monde avait sa propre théorie. Je pense qu'objectivement parlant, on regarde un peu plus par en arrière, puis je pense que c'était assez clair que ce serait Joe Biden qui gagnerait. Je pense que c'était le candidat pour le moment. Mais c'était une course qui était difficile. Là. Ça a fait... Il y a des gens qui sont restés marabouts de ça. Mais moi, je sens chez les démocrates une plus grande résilience qu'en 2016. Moi, j'ai rencontré des gens, des amis qui, en 2016, disaient « Moi, je vote Bernie Sanders, I'm not going to vote for Hillary Clinton. » Puis ce que tu peux faire aux États-Unis, c'est que tu write in. Là. Donc, les gens écrivaient, mettons, le nom de leur mère ou le nom de leur chien. Là. Et il y a moins ça cette année. Les démocrates sont un peu plus résignés à dire, bon, maybe Joe Biden's not perfect. He's kind of old. Il n'est pas extraordinairement progressiste non plus. Mais c'est déjà mieux que Joe Biden. C'est déjà mieux que Donald Trump. Alors qu'en 2016, c'était pas ça. En 2016, là, on ne savait pas qui était Donald Trump. On ne savait pas quel chaos il créerait. On ne savait pas comment ça tournerait 4 ans plus tard. Et donc, les gens disaient, ben, moi, Hillary Clinton, c'est pas bon, puis Donald Trump, c'est pas bon. Je vais écrire le nom de ma mère. Oui, c'est important ce que tu dis. Il y avait une division aussi en dedans du parti. Il n'y avait pas comme cette unité-là là, pour dire, regarde, OK, he's not our choice, but, he's the guy we're going behind. Tu comprends? Alors qu'il n'y avait pas ça en 2016. Ouais. En 2016, ça tirait de partout. Mme Clinton était très hargneuse de Bernie Sanders et encore aujourd'hui, là, je veux dire, elle l'a écrit dans plusieurs livres qu'elle le déteste comme la peste. Alors que Joe Biden et Bernie Sanders s'apprécient bien, se connaissent bien, leurs épouses sont deux professeurs qui s'aiment bien. Donc, ça aide à un peu là, réconcilier la grande famille démocrate. On a vu des gens comme AOC, puis The Squad, qui n'ont jamais voulu prendre position fermement contre Joe Biden, mais disent qu'il faut voter pour Joe Biden. Ça n'existait pas en 2016. Là. En 2016, là, il y avait des gens profondément fâchés. Bernie Sanders il a attendu des mois avant de dire que Mme Clinton était la presumptive nominee. Ça a été catastrophique en 2016. Alors que là, 2020, c'est allé assez rapidement. Rapidement, tout le monde s'est mis en arrière de Joe Biden. Et je pense que ça va payer le 3 novembre prochain. Ouais. Donc, toi, tu penses, c'est sûr, tu es un démocrate, donc tu espères évidemment que le parti gagne. It's going to be interesting. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas vraiment le résultat, mais de voir the aftermath. Oui. C'est juste ça, parce que tu vois, avec tout ce qui se passe, le Black Lives Matter, avec toutes ces histoires-là, la population est très polarisée. Like, it's incredible. Moi, j'ai jamais vu ça. Historiquement, avant que tu sois démocrate ou républicain, like I said before, they had that tradition, oh, Mr. President, you're our president. Il y avait ce respect-là qui suivait cette place-là. Now it's over. Like, and that's what I find sad. Like, I mean, I don't know if it's Donald Trump's fault or whoever's fault it is, mais on ne voit plus ce respect-là qui est associé avec ce siège-là, qui est, d'après moi, le plus important au monde. I mean, you're sitting on the most powerful seat in the world, and you've reduced its significance. Tu comprends? It's like I don't know.
Je pense que ça va revenir. Je pense que je pense que c'est l'effet Donald Trump qui est he's the greatest showman on earth. Je veux dire, le gars est extraordinairement bon pour attirer les caméras devant lui. Ouais. Il dit à peu près n'importe quoi. Bon, je pense qu'éventuellement, que ce soit Joe Biden ou en 2024, où on va avoir un président ou hopefully une présidente qui est plus conventionnelle, qui est plus habituée de faire de la politique comme on connaît, je pense que ce respect-là pour the Oval Office puis le président, la présidente va revenir. Maintenant, mais il y a 4 ans, comme il y a 10 ans, comme il y a 30 ans, tu n'aurais jamais vu dans un débat un ancien vice-président dire à un actuel président, Would you shut up, man? Yeah, shut up, man. Puis you're a clown. Puis tu n'aurais jamais vu non plus quelqu'un dire, l'appeler par son nom. Là. Joe Biden ne s'en cache pas qu'il l'appelle Donald. Là. C'est comme il l'appelle Donald gros comme le bras. Là. Ça n'existait pas il y a une certaine époque. Tu n'aurais jamais vu George Bush dire à Barack Obama, Hey Barack. Ou bien, Would you shut up, man? Ça n'existait pas, ça. Yeah. Mais ça, c'est très l'air du temps, je pense. Je pense qu'éventuellement, cette espèce de climat-là, de respect pour the Oval Office, pour la fonction de président, ça va revenir. Mais ça va prendre du temps. C'est pas demain matin. Et actuellement, ce qui est extraordinaire, c'est que le Congrès est excessivement impopulaire. Le niveau de confiance des Américains envers le Congrès, c'est un all-time low. Le niveau de confiance envers le Sénat, c'est même chose. Envers le président, c'est même chose. Les gens n'ont plus confiance en en le politique, en leurs élus. Ça, c'est hyper problématique pour le long terme. Et on a un peu ces mêmes choses-là ici. Tu seras d'accord avec moi que la politique, là, des fois, la majorité des gens regardent ça un peu avec un œil en disant comme eux, ils ne travaillent pas pour moi, ils travaillent pour eux-mêmes. Là, alors que c'est entièrement faux. Là. Les sacrifices des élus États-Unis, Québec, Canada, tout confondu, est extraordinaire. Yeah, absolutely. Regarde, on va voir comment ça va jouer là. J'apprécie ton temps, and I know that was last minute. Avec grand plaisir. I appreciate it. Puis on va le refaire là, for sure. Avec grand plaisir, on se reparlera à la fin janvier. All right, buddy. Je te vois bientôt. Allez, à bientôt, George. Ciao, bye.